Et si, la plupart de ce qu'on appelle soi-même n'était en fait qu'un simple ensemble d'habitudes, de réactions, de schémas complètement automatiques? C'est une question qui déstabilise tout de suite. Oui, et une autre, dans la même veine, et si le véritable éveil, ça ne se passait pas dans les monastères, mais ici, dans le chaos de notre vie de tous les jours? Absolument, parce que ça nous force à nous demander, mais qui est vraiment aux commandes? Et c'est tout le sujet de notre discussion aujourd'hui, on va plonger là-dedans. C'est exactement. On va s'attaquer à un personnage hors norme, une des figures spirituelles les plus énigmatiques et aussi controversées du XXe siècle, Georges Ivanovitch Gurdjieff. Un mystique, un philosophe, un provocateur. Oui, et même un psychologue avant l'heure, d'une certaine manière. Mais il faut comprendre une chose tout de suite. Son approche, elle n'offrait pas de réconfort. C'était plutôt la confrontation. C'est le mot juste, la confrontation. Son message central, celui qui choque encore aujourd'hui, il est d'une simplicité brutale. L'homme est endormi. Et notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer cette affirmation. Qui était cet homme? Quelle était sa philosophie? Et surtout, est-ce que ça peut encore nous parler aujourd'hui? Alors, pour commencer, ses origines sont déjà tout un programme. Gurdjieff est né, a priori, vers 1866 dans le Caucase. Mais même ça, c'est flou. Il a toujours été très, très vague sur sa jeunesse. Ah oui, mais c'était totalement volontaire. Ce mystère, c'était déjà une partie de son enseignement, de sa pédagogie. C'est-à-dire? Mais il ne voulait pas que les gens s'attachent à la biographie, à l'anecdote. Il voulait qu'ils se confrontent à l'idée. C'était une façon de dire « ne vous occupez pas de moi, occupez-vous de vous ». Dans son livre Rencontre avec des hommes remarquables, qui est une sorte d'autobiographie un peu romancée, il décrit une quête folle, une quête d'un savoir caché, et tout part d'une question qu'il hantait, jeune. Pourquoi les humains souffrent-ils inutilement? C'est ça, cette obsession a lancé son périple. Et quel périple! Il aurait voyagé partout, Asie centrale, Moyen-Orient, Égypte, Tibet, à la recherche de ce qu'il appelait des écoles de sagesse anciennes. Il parle de confréries, de monastères secrets. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on sait si c'est vrai au sens littéral? Le débat existe toujours. Était-ce un récit factuel ou une grande allégorie? Mais au fond, comme vous le disiez, ce n'est peut-être pas le plus important. Le point essentiel, c'est sa conviction. Voilà. Sa conviction profonde que l'humanité moderne, avec toute sa technologie, avait perdu quelque chose d'essentiel, une connaissance pratique de comment s'éveiller. C'est pour retrouver ça qu'il a tout risqué. Et ça nous amène directement à son idée la plus choc, le socle de tout son système, l'idée que l'être humain est une machine. Ah oui. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, bon, c'est une métaphore. Mais pour lui, non, c'est littéral. C'est ça qui est brutal. Ce n'est pas une image, c'est un diagnostic clinique. Il observait les gens et il voyait des mécanismes, des réactions automatiques, des paroles mécaniques, des pensées qui tournent en boucle. Il disait « Nous ne faisons pas, les choses nous arrivent ». Exactement. On croit agir, mais en réalité, on est agi. On est poussé par des stimuli extérieurs et par nos propres habitudes. L'exemple qu'il donne est frappant. Quelqu'un vous insulte, la colère monte. Ce n'est pas un choix, c'est un bouton sur lequel on a appuyé. Quelqu'un vous complimente, la fierté apparaît. Un autre bouton. On appelle ça ma personnalité, mon caractère. Lui, il appelait ça notre mécanicité. Mais c'est fou de voir à quel point ça anticipe ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui sur le conditionnement, sur le subconscient. Complètement. D'un point de vue psychologique, il est en avance de plusieurs décennies. Et d'un point de vue spirituel, il reprend des thèmes très anciens, comme l'illusion, la maya dans l'hindouisme. Mais sa grande force, c'est qu'il ne s'arrête pas au diagnostic. Il ne dit pas juste « vous êtes des machines, bonne journée ». Non, heureusement, il dit « voilà comment on peut commencer à pirater la machine ». Il a proposé un chemin. Et c'est là qu'on arrive à sa fameuse 4e voie. Exactement. Mais pour comprendre pourquoi c'est si révolutionnaire, il faut se rappeler ce qu'il décrivait comme les 3 voies traditionnelles. La première, c'est la voie du fakir. C'est la maîtrise du corps par la souffrance physique, la discipline corporelle extrême. Pensez à quelqu'un sur un lit de clous. Voilà. C'est une volonté de faire appliquée au corps. Ensuite, la voie du moine. Là, le travail se fait sur le cœur, sur les émotions. C'est la voie de la foi, de la dévotion. Et la 3e, la voie du yogi, qui se concentre sur la maîtrise du mental, de l'intellect, à travers la méditation, la concentration. Et Gurdjieff disait que ces voies étaient puissantes, mais qu'elles avaient 2 gros problèmes. Oui. D'abord, elles sont déséquilibrées. Elles ne développent qu'une seule partie de l'être.
Et surtout, elles exigent un retrait total du monde. Il faut aller dans un monastère, un ashram. Ce qui est impossible pour 99% des gens. On ne va pas tous quitter nos familles et nos boulots. C'est là qu'il est génial. Il introduit la 4e voie, la voie du contrebandier, comme il disait. C'est un chemin qui se pratique au milieu de la vie. Le laboratoire, c'est le bureau, c'est le dîner de famille, l'embouteillage. Chaque situation ordinaire devient le matériau du travail. C'est ça. Et au cœur de cette voie, il y a l'idée d'équilibrer nos 3 centres. L'intellectuel pour penser, l'émotionnel pour ressentir et le moteur instinctif pour le corps. Et on voit bien qu'on est tous déséquilibrés. On connaît tous des gens qui sont des génies intellectuels, mais qui sont complètement perdus avec leurs émotions. Précisément. Ou l'inverse. Des gens qui sont des éponges émotionnelles, mais qui n'ont aucune clarté mentale. Gurdjieff disait que le but, c'est de faire fonctionner ces 3 centres ensemble, de les harmoniser. Aujourd'hui, on parlerait d'intégration de la personnalité. D'accord. Le but, c'est l'harmonie, le labo, c'est la vie. Mais concrètement, l'outil, c'est quoi? C'est quoi la pratique numéro 1? On arrive au cœur du réacteur. C'est le souvenir de soi. Un terme un peu étrange au début. On pense à se souvenir du passé, mais ce n'est pas du tout ça. Non, c'est se souvenir de soi-même, ici, maintenant. L'analogie de la tasse de thé est la plus simple. Imaginez que vous buvez un thé. 99% du temps, vous n'êtes pas là. L'esprit est ailleurs, oui. De sentir et de goûter. C'est ce qu'il appelait une attention partagée. Une attention partagée. Une flèche de l'attention va vers l'extérieur, vers le thé, et une autre va vers l'intérieur, vers la simple sensation d'être là. Je suis ici. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Ça s'en rapproche, mais avec une nuance essentielle chez Gurdjieff. Cette conscience doit être active, intentionnelle. Elle demande un effort. Et c'est là qu'il utilise des termes qui peuvent faire peur. Le travail conscient et la souffrance intentionnelle. Souffrance intentionnelle, ça sonne un peu maso quand même. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas s'infliger de la douleur. C'est accepter volontairement l'inconfort de se voir tel qu'on est, sans fuir. C'est-à-dire? C'est voir sa propre impatience monter dans la file d'attente et, au lieu de pester ou de sortir son téléphone, rester avec cette sensation, l'observer. C'est ça, la souffrance intentionnelle. Refuser le confort de l'automatisme. C'est un effort. D'accord, je vois. C'est un travail intérieur. Mais il a aussi développé un système plus large, avec des lois cosmiques. La loi de 3, la loi de 7, ça peut sembler très abstrait. En théorie, oui, mais la loi de 7, ou loi d'octave, est d'une application ultra pratique. Elle dit que rien ne se développe en ligne droite. Tout processus évolue par paliers, comme une gamme de musique, avec des intervalles où l'énergie faiblit. Attends, ça c'est énorme. Ça explique pourquoi on commence un régime ou un nouveau projet avec plein d'enthousiasme et au bout de 2 semaines, pouf, tout s'effondre. C'est exactement ça. Il dit que ce n'est pas juste une faiblesse personnelle, c'est une loi. À un certain point, l'élan de départ ne suffit plus. Si on ne fait rien, le processus s'arrête ou dévie. Il faut un choc conscient. Voilà, un effort intentionnel à ce moment critique pour relancer la machine dans la bonne direction. Sans ça, on retombe inévitablement dans nos vieilles habitudes. Pour rassembler toutes ces idées, il utilisait une métaphore que je trouve incroyable, celle de la calèche. C'est peut-être sa plus belle image, elle synthétise tout. C'est une description de notre état intérieur. Alors, la calèche, c'est le corps physique. Le cheval qui la tire, ce sont nos émotions, notre énergie. Le cocher qui tient les rênes, c'est notre mental. Et à l'intérieur, il y a le maître, le passager, notre vrai soi en principe. Sauf que dans notre état habituel, c'est la catastrophe. Le cocher est endormi ou ivre. Le cheval est sauvage, il part dans tous les sens. La calèche est en mauvais état. Et le pire, C'est que le cocher a complètement oublié qu'il y avait un maître à l'intérieur. Il croit que c'est lui le patron. c'est ça. Et cette image définit parfaitement ce qu'est le travail. Réveiller le cocher, donc développer le mental. Dresser le cheval pour que les émotions deviennent une force et non un chaos. Réparer la calèche, prendre soin du corps, et tout ça pour un seul but, permettre au maître de reprendre sa place et de donner la destination. C'est la définition parfaite de l'alignement intérieur. Et si on regarde ça avec un œil moderne, c'est fascinant. D'un point de vue psychologique, son idée qu'on n'a pas un moi unifié, mais une foule de petits jeux. Le jeu en colère, le jeu généreux, le jeu paresseux, Oui, et qui prennent le contrôle à tour de rôle. C'est très proche de certaines théories sur l'identité fragmentée. philosophiquement, il s'attaque à un monument.
Il dynamite le « je pense donc je suis » de Descartes. Pour lui, ce « je qui pense », c'est une illusion la plupart du temps. Ce n'est pas un centre, c'est juste une succession de pensées mécaniques. Le vrai jeu est à construire. Et ça, c'est peut-être le plus radical, non, spirituellement? L'idée que l'âme n'est pas donnée. C'est l'idée la plus exigeante. Il disait que l'âme, un jeu réel, permanent, ce n'est pas un acquis de naissance. C'est une possibilité. Elle doit être cristallisée par un effort conscient. C'est une responsabilité immense qui est placée sur nos épaules. Donc en résumé, son approche, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. Une boîte à outils, il disait « Ne me croyez pas, vérifiez ». C'était un scientifique de la conscience. La seule preuve, c'est l'expérience directe. Ce qui nous amène à une dernière idée, une sorte d'invitation à l'expérimentation. Juste pour une journée, s'observer. Sans chercher à changer, sans juger. Juste constater la machine en marche. Observer à quel point nos réactions, nos paroles sont automatiques. Et peut-être, au milieu de tout ça, attraper un seul petit moment de vraie présence. Un instant de souvenir de soi. Il disait que cet instant-là a plus de valeur que des années de vie endormie. C'est une pensée vertigineuse pour finir. Peut-être que la plus grande prison, ce n'est pas le monde qui nous entoure. Ce sont les schémas inconscients en nous. Et peut-être alors que la plus grande liberté, ce n'est pas de changer les circonstances, mais de réussir ce simple, minuscule acte de se souvenir. Je suis ici. Et il faut noter que cette prise de conscience n'est jamais spectaculaire, elle est silencieuse, subtile, mais elle change absolument tout.